Ce qui m'a touché sous l'eau n'était pas humain. Avant de commencer, si ces histoires de terreur réelles vous plaisent, abonnez-vous à la chaîne Récits de l'ombre et activez la cloche pour ne manquer aucun récit. Aujourd'hui, je vous apporte 4 phénomènes inexplicables qui se sont produits en mer, des témoignages qui défient toute logique et qui prouvent que l'océan cache des secrets que l'humanité ne comprend pas encore. Je m'appelle Marc et j'ai 43 ans. Je suis pêcheur professionnel en Bretagne, dans le petit port de Concarneau, comme l'étaient mon père et mon grand-père avant lui. J'ai passé plus de 25 ans à naviguer dans ces eaux de l'Atlantique. Je connais chaque courant, chaque banc de poissons, chaque rocher dangereux entre ici et les îles Glénan. J'ai pêché par tous les temps, dans des tempêtes qui faisaient danser mon chalutier comme un jouet, dans des brouillards si épais qu'on ne voyait pas à 2 mètres. Je pensais avoir tout vu, tout vécu sur cette mer bretonne. Mais ce qui m'est arrivé en septembre 2020, à environ 15 000 nautiques au large de la pointe du Raz, m'a appris que l'océan garde des mystères qu'aucun marin ne devrait jamais découvrir. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. Cette nuit-là, j'étais sorti avec mon fils Loïc, 22 ans, pour une pêche de nuit au bar et au lieu noir. C'était une nuit parfaite selon les prévisions de Météo France. Mer belle, vent faible, visibilité excellente. Nous sommes arrivés sur zone vers 23h30. La mer était effectivement d'un calme extraordinaire pour cette partie de l'Atlantique, connue pour ses eaux agitées. Pas une vague, juste un léger clapotis. La lune était presque pleine, suspendue bas sur l'horizon, éclairant l'océan d'une lumière argentée et froide. On pouvait voir les côtes bretonnes au loin, les phares clignotant leur avertissement rythmique. Nous avons lancé nos lignes et nos filets. Loïc s'est installé à l'avant avec sa canne, moi à l'arrière près des treuils. Le silence était presque total, juste le ronronnement bas du moteur au ralenti et le clapotis de l'eau contre la coque en bois. C'était paisible, presque méditatif. Vers 1h du matin, j'ai commencé à remonter les filets. Le treuil électrique grondait sous l'effort, ce qui était bon signe. Mais quand les filets sont remontés à la surface, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Il y avait du poids, oui, mais un poids étrange. Pas le poids mort du poisson, mais quelque chose qui bougeait activement, qui tirait vers le bas, avec force. Imaginez-vous seul sur un petit bateau au milieu de l'Atlantique. Il est 1h du matin. La terre la plus proche est à 15 000. La seule lumière vient de la lune et des lampes halogènes de votre bateau. Et vous sentez quelque chose de vivant, quelque chose de fort tiré sur vos filets depuis les profondeurs noires, quelque chose qui ne veut pas remonter. J'ai continué à treuiller, luttant avec le mécanisme qui protestait. Les filets sont finalement sortis de l'eau, dégoulinant sous les projecteurs. Il y avait du poisson, des bars et des lieux, mais il y avait aussi autre chose qui m'a fait reculer instinctivement. Des algues, beaucoup d'algues, bien plus que d'habitude. Et ces algues avaient une couleur bizarre, pas le brun ou le vert normal, mais un rouge sombre, presque violet. Et l'odeur, mon Dieu, l'odeur. Pas l'odeur fraîche et salée des algues marines normales, mais une puanteur de pourriture, de décomposition, quelque chose de mort depuis longtemps. J'ai commencé à trier le poisson, jetant les algues pourries par-dessus bord. C'est alors que j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Coincé dans les mailles du filet, il y avait ce qui ressemblait à des cheveux humains. Des cheveux longs, très longs, d'un noir profond et brillant sous les lampes. Et ce n'était pas juste une mèche. Il y en avait des mètres et des mètres, emmêlés dans le filet, comme si quelqu'un avec une chevelure immense s'était pris dedans. « Papa, regarde ça !» Loïc criait de l'avant du bateau, pointant quelque chose dans l'eau. J'ai couru vers lui. Dans l'eau, autour du bateau, l'océan brillait, mais pas de la bioluminescence normale. Cette lumière était différente, plus intense, plus organisée. Elle formait des motifs, des cercles qui s'élargissaient depuis un point à environ 50 mètres du bateau. Et puis, nous avons entendu le chant. Un chant féminin, doux et mélancolique, venant de quelque part sur l'eau. Les paroles étaient dans une langue que je ne reconnaissais pas. Pas du français, pas du breton, pas de l'anglais. Quelque chose de plus ancien. La mélodie était belle, mais profondément triste, comme un deuil. « C'est quoi ce bordel ?» murmura Loïc, sa voix tremblant légèrement. Il n'avait pas peur facilement, mon fils, mais je voyais dans ses yeux qu'il était effrayé. J'ai coupé le moteur complètement pour mieux entendre, ce qui était probablement une erreur. Le chant est devenu plus clair. Et c'est alors que nous avons vu les ombres sous l'eau. Plusieurs ombres, grandes et sombres, se déplaçant autour du bateau en cercles lents et délibérés. « Papa, il faut partir, maintenant !» Loïc avait
Chaque instinct en moi criait de fuir. J'ai couru vers les commandes, mais avant que je puisse tourner la clé, une des ombres a émergé. C'était une femme, ou quelque chose qui ressemblait à une femme de la taille vers le haut. Peau pâle comme la mort, presque grise sous la lumière lunaire. Cheveux noirs flottant autour d'elle comme des serpents vivants. Mais ses yeux, mon Dieu, ses yeux, entièrement noirs, sans blanc, sans pupille visible, juste 2 trous d'obscurité absolue. Quand elle a souri, elle a montré des dents, trop de dents, des rangées de dents pointues comme des aiguilles. Et en dessous de la taille, là où devaient être des jambes, il y avait des tentacules, des dizaines de tentacules ondulant dans l'eau sombre. « Pêcheur », elle a dit en français parfait, bien que sa voix avait un écho étrange, comme si elle venait de très loin. « Vous avez pris quelque chose qui nous appartient. » Elle pointait vers le filet où j'avais coupé les cheveux. Je comprenais maintenant. Ces cheveux étaient les siens, ou ceux de ses semblables. Nous ne savions pas, j'ai réussi à dire. C'était un accident, nous allons partir. Elle a incliné la tête, m'étudiant. Vous allez partir, oui, et vous ne reviendrez jamais dans ces eaux. Jamais. Certains pêcheurs pensent qu'ils peuvent posséder la mer, mais c'est nous qui possédons ces profondeurs, depuis bien avant que vos ancêtres construisent leur premier bateau. J'ai fait signe que oui, frénétiquement. Nous partons, tout de suite, je vous le jure. Elle a disparu sous l'eau sans un bruit. Mais avant qu'elle ne parte complètement, j'ai vu les autres, des dizaines d'elles, toutes avec cette même forme horrible, toutes nous regardant depuis juste sous la surface. J'ai démarré le moteur avec des mains tremblantes. Loïc était blanc comme un linge, agrippé au bastingage. Nous avons fui à pleine vitesse, sans regarder derrière jusqu'à voir les lumières du port de Concarneau. Nous n'avons jamais parlé de cette nuit à personne d'autre. Qui nous croirait? Mais j'ai vendu mon bateau 3 mois plus tard. Je travaille maintenant dans une conserverie de poissons à terre. Loïc est devenu mécanicien automobile. Aucun de nous deux ne retournera jamais en mer de nuit. Laissez un j'aime si vous appréciez et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà vécu quelque chose de paranormal en mer ou ailleurs? J'adorerais lire votre histoire. Mais l'expérience de Marc n'est pas la seule que j'ai entendue concernant des rencontres troublantes dans les eaux françaises. En fait, j'ai récemment parlé avec Sophie, une plongeuse professionnelle de 38 ans qui travaille sur la Côte d'Azur. Ce qui lui est arrivé lors d'une plongée technique profonde en novembre 2021 près de Nice démontre que les choses les plus terrifiantes de l'océan ne sont pas à la surface, mais dans les abysses où la lumière du soleil ne pénètre jamais. Sophie est instructrice de plongée technique depuis 15 ans. Elle a fait plus de 4000 plongées documentées, dans beaucoup à des profondeurs extrêmes, dépassant les 60 mètres. En novembre 2021, elle guidait 2 plongeurs techniques expérimentés, un couple suisse, pour une exploration d'une épave de sous-marin de la Seconde Guerre mondiale coulée à 70 mètres de profondeur au large de la côte près de Villefranche-sur-Mer. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. Ils sont entrés dans l'eau vers 15 heures, depuis un bateau d'assistance. Les conditions étaient parfaites, mer calme, visibilité de 25 mètres, pas de courant significatif. Ils utilisaient des mélanges gazeux Trimix pour la profondeur extrême et chacun portait 2 bouteilles de décompression pour la remontée. Sophie avait planifié la plongée méticuleusement, calculé tous les paliers de décompression nécessaires. C'était une plongée de routine pour elle. Ils ont descendu le long d'une ligne guide fixée à l'épave, égalisant la pression régulièrement. À 50 mètres, Sophie a vérifié son ordinateur de plongée et ses 2 plongeurs. Tout était parfait. À 60 mètres, ils ont atteint l'épave du sous-marin, une carcasse rouillée, recouverte de coraux et d'anémones. Un monument silencieux aux marins qui sont morts à l'intérieur en 1943. Ils exploraient l'extérieur de l'épave, prenant des photos, quand Sophie a remarqué quelque chose d'étrange. L'eau autour d'eux est devenue soudainement beaucoup plus froide. En Méditerranée, même en novembre, la température à cette profondeur est généralement stable, autour de 13 à 14 degrés. Mais maintenant, Sophie sentait un froid glacial pénétrant son épaisse combinaison étanche de 7 mm. Vous sentiriez ce froid comme des milliers de petits couteaux de glace perçant votre peau. Vos muscles se contracteraient involontairement. Vos doigts deviendraient engourdis dans vos gants épais, perdant leur dextérité précieuse. Elle a vérifié son ordinateur. La température affichait 5 degrés Celsius. Impossible. Il devait y avoir un dysfonctionnement du senseur. Mais les 2 autres plongeurs lui faisaient des signes frénétiques, se frottant les bras,
indiquant clairement qu'il ressentait aussi le froid anormal. Puis, les lumières commencèrent à défaillir. Toutes leurs lampes de plongée LED, 3 au total, commencèrent à clignoter de façon synchronisée. Sophie avait vérifié et chargé toutes les batteries ce matin même. Les LED modernes ne font pas ça. Sophie a pris la décision de terminer la plongée immédiatement. Quelque chose n'allait pas. Elle a fait le signal de remontée avec son pouce levé. Mais quand elle s'est tournée pour s'orienter vers la ligne de remontée, elle a vu quelque chose qui l'a figée sur place. En dessous d'eux, dans l'obscurité des profondeurs qui s'étendaient jusqu'à plus de 2000 mètres, il y avait des lumières. Pas de lumière de plongeurs ou de bateaux, des lumières vertes phosphorescentes, pulsant lentement comme des battements de cœur. Et elles montaient, s'approchant rapidement. Il y en avait centaines, peut-être 1000, créant des motifs complexes dans l'eau noire. Et avec les lumières venaient des formes massives, sombres, se déplaçant avec une grâce fluide qui ne correspondait à aucun animal marin que connaissait Sophie. Une des formes s'est approchée suffisamment pour être partiellement éclairée par leur lampe. Ce que Sophie a vu ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais vu dans 15 ans de plongée professionnelle. C'était énorme, peut-être 20 mètres de long, avec des formes qui évoquaient vaguement une raie manta, mais en beaucoup plus grand et avec des appendices bizarres. Sa peau était translucide, laissant voir des organes internes qui brillaient avec cette lumière verte. La chose avait ce qui ressemblait à des yeux, plusieurs paires, tous fixés sur le groupe de plongeurs, et une ouverture qui pouvait être une bouche, s'ouvrant et se fermant lentement, révélant quelque chose comme des dents ou des filtres bioluminescents. Sophie a agrippé ses 2 plongeurs et a commencé une remontée d'urgence contrôlée. Pas trop vite pour éviter un accident de décompression fatal, mais aussi rapidement que possible. Les créatures les suivaient, gardant une distance d'environ 15 mètres, mais clairement intéressées. Les lumières créaient des motifs hypnotiques. Sophie devait éviter de les regarder directement parce qu'elles donnaient le vertige, comme si les motifs affectaient le cerveau humain. Le couple suisse semblait tomber dans une sorte de transe, fixant les lumières. Sophie a dû les secouer pour briser le sort. Ils ont fait les paliers de décompression obligatoires à 30 mètres, 15 mètres et 9 mètres. Chaque arrêt était une éternité de terreur, flottant immobile pendant que ces choses circulaient en dessous. À un moment, une des créatures s'est approchée si près que Sophie pouvait voir des détails sur sa peau translucide. Il y avait des symboles ou des marques, comme des tatouages ou des cicatrices naturelles, formant des motifs qui avaient semblé avoir du sens. Finalement, après 27 minutes de montée terrifiante, ils ont brisé la surface. Le bateau d'assistance était là, à 50 mètres. Ils ont nagé frénétiquement vers lui, grimpant l'échelle avec une hâte qui a alarmé l'équipage. Une fois à bord, sécurisée, Sophie a regardé l'eau depuis le pont. Les lumières vertes étaient toujours visibles en profondeur, pulsant. Puis, lentement, elles ont commencé à descendre, retournant dans les abysses d'où elles étaient revenues. Sophie a rapporté l'incident aux autorités maritimes à Nice et à plusieurs biologistes marins qu'elle connaissait. Elle leur a montré la vidéo que le couple suisse avait filmée avec leur caméra GoPro. Les scientifiques étaient perplexes. Ils ne pouvaient pas identifier les créatures. Certains ont suggéré une nouvelle espèce de calmar géant ou de méduse coloniale. Mais les images étaient trop floues pour une identification certaine. Sophie a recherché d'autres témoignages. Elle a trouvé que plusieurs plongeurs techniques en Méditerranée avaient rapporté des observations similaires au fil des ans. Des lumières dans les profondeurs, des créatures inconnues qui montaient parfois des abysses. La Méditerranée a des fosses profondes, certaines dépassant 4000 mètres. Ces profondeurs sont largement inexplorées, un monde étranger où pourraient exister des formes de vie que nous n'avons jamais imaginées. Sophie continue à plonger, mais elle évite maintenant les plongées profondes au-delà de 40 mètres, parce qu'elle a appris que l'océan a des niveaux, des strates d'existence. Et certains niveaux abritent des choses que les humains ne sont pas censés rencontrer. Et en parlant des profondeurs inexplorées de l'océan, je dois partager l'histoire de Jean, un marin de la marine marchande de 56 ans qui a navigué sur tous les océans du monde pendant 35 ans.
Son expérience dans l'océan Atlantique en janvier 2022, à des milliers de kilomètres de toute terre, implique quelque chose que tout l'équipage de son navire a vu, quelque chose qui les a hantés pendant des semaines, quelque chose que la compagnie maritime leur a ordonné de ne jamais mentionner publiquement. Jean travaille sur des pétroliers, ces navires géants qui transportent du pétrole brut entre continents. Ce sont de longs voyages, parfois 6 semaines en mer sans toucher terre. En janvier 2022, il était à bord du Liberté des mers, un super pétrolier de 320 mètres qui transportait du pétrole brut du golfe Persique vers Rotterdam, aux Pays-Bas, traversant tout l'océan Atlantique Sud, puis le Nord. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. C'était le 15e jour de voyage. Ils étaient au milieu de l'océan Nord, à environ 1800 km à l'ouest des Açores. L'océan était relativement calme, avec juste une légère houle. Jean avait le quart de minuit à 4 heures du matin, surveillant les instruments sur la passerelle. Vers 2h30 du matin, il a remarqué quelque chose d'étrange dans l'eau autour du navire énorme. L'océan brillait, mais pas avec la bioluminescence normale du plancton. Cette lumière était différente, plus intense, orange pâle plutôt que verte ou bleue, et elle formait des motifs, des spirales qui tournaient dans l'eau. Les spirales convergeaient toutes vers un point à environ 200 mètres devant le navire. Et à ce point, quelque chose commençait à émerger, quelque chose de massif. Jean a immédiatement sonné l'alarme générale. En quelques minutes, le capitaine Pierre Rousseau, un Breton de 63 ans avec 40 ans d'expérience en mer, était sur la passerelle avec le premier officier et plusieurs membres d'équipage. Ce qu'ils ont vu défie l'explication. De l'eau émergeait quelque chose qui ressemblait à une île, mais qui se déplaçait, qui bougeait, qui était vivant. C'était énorme, peut-être la taille du navire lui-même, 300 mètres de long. Une masse d'ombre et irrégulière qui montait lentement des profondeurs. Un son venait de la chose, un son grave, vibrant, qui se sentait autant qu'il s'entendait. Un grondement profond qui faisait vibrer la coque d'acier du pétrolier. Comme si la créature, quelle qu'elle soit, chantait ou communiquait. Puis l'odeur est arrivée. Une puanteur horrible de pourriture marine, de poissons morts, de décomposition portée par le vent. Plusieurs membres d'équipage ont vomi par-dessus le bastingage. Le capitaine a ordonné que tous les projecteurs du navire soient dirigés vers la chose. Sous la lumière intense de milliers de watts, ils ont pu la voir clairement. Et ce qu'ils ont vu était impossible. C'était une créature vivante, pas une île. Elle avait une forme vaguement sphérique, comme un œuf géant, mais avec des protubérances et des appendices partout. Sa surface était couverte de vie marine incrustée, des bernacles de la taille d'assiettes, des moules énormes, des algues pendantes, des anémones géantes. Mais entre ces incrustations, on pouvait voir ce qui semblait être la peau de la créature, quelque chose de gris et ridé, comme du cuir ancien. Et il y avait des marques sur cette peau, des cicatrices profondes, comme si la créature avait survécu à des batailles avec d'autres monstres marins, des trous qui pourraient être des vents ou des organes sensoriels, et quelque chose qui ressemblait troublement à des yeux, de grands yeux fermés ou mi-clos, plusieurs d'entre eux disposés en motifs autour de la masse. La créature flottait à la surface, apparemment au repos ou peut-être mourante. Elle ne faisait pas de mouvement agressif. Elle était juste là, existant, témoignage vivant que l'océan cache des choses que la science n'a jamais documentées. Le capitaine a rapporté immédiatement l'incident à la compagnie maritime par radio-satellite. La réponse est venue rapidement. Silence radio complet. Ne rien dire à personne. La compagnie enverrait des représentants. Quand ils ont atteint Rotterdam 12 jours plus tard, 4 hommes en costume les attendaient. Ils se sont identifiés comme travaillant pour des agences internationales de sécurité maritime. Ils ont confisqué toutes les photos, toutes les vidéos, tous les enregistrements de l'équipage. Ils ont expliqué que ce que l'équipage pouvait avoir vu était une créature des profondeurs qui était remontée pour mourir, ce qui arrive parfois avec de grands animaux marins. Ils ont dit que publier des informations pourrait causer une panique inutile ou attirer des chasseurs de sensations dangereux vers des zones océaniques profondes. Chaque membre d'équipage a dû signer des accords de non-divulgation stricts.
On leur a dit que parler publiquement pourrait résulter en perte de licence maritime et poursuite judiciaire. Jean a signé comme tous les autres. Il avait besoin de son travail. Mais il a gardé ses notes personnelles, ses descriptions de ce qu'il a vu. Et il me les a partagées en 2024, quand il approchait de la retraite. Il m'a dit que ce qui le troublait le plus n'était pas la créature elle-même, mais la rapidité de la réponse des autorités. Comme s'il savait déjà que ces choses existaient. Comme s'il cachait activement la vérité sur ce qui vit vraiment dans les profondeurs océaniques. Jean continue à naviguer, mais il est obsédé par la collecte de témoignages similaires d'autres marins. Il a compilé des dizaines d'histoires presque identiques. Observations de créatures impossibles, suivies de dissimulations officielles, de menaces, d'accords de confidentialité. Il m'a demandé ce que je pensais qu'il cachait. Je lui ai dit la vérité. Je ne sais pas. Mais l'océan couvre 70% de notre planète et nous en avons exploré moins de 5%. Il y a plus de vie étrange là-dessous que n'importe où ailleurs sur Terre. Et peut-être que certaines choses sont si étranges que ceux au pouvoir préfèrent que le public ne sache jamais qu'elles existent. Pour clore ces récits troublants de la mer, je veux partager l'expérience d'Isabelle, une biologiste marine de 41 ans, spécialisée dans l'étude des dauphins et des orques. Elle travaille pour l'Institut océanographique de Monaco. Sa rencontre lors d'une recherche sur les cétacés au large de Corse, en juin 2023, implique quelque chose qui défie toute sa compréhension scientifique de comportement animal. Quelque chose qui suggère que les dauphins savent des choses sur l'océan que nous ne savons pas et qu'ils essaient parfois de nous avertir. Isabelle a un doctorat en biologie marine de l'Université de Marseille et étudie les cétacés de Méditerranée depuis 18 ans. Elle est une scientifique rigoureuse, sceptique de tout ce qui ne peut pas être mesuré et documenté. Mais ce qu'elle a vécu en juin 2023 a ébranlé ses fondements scientifiques. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. Elle était sur un petit bateau de recherche de 14 mètres avec 3 assistants, suivant un groupe de grands dauphins communs au large de la côte ouest de Corse. C'était un jour parfait d'observation. Ciel clair, mer calme, excellente visibilité. Vers 16 heures, les dauphins ont commencé à agir étrangement. Ils sont devenus agités, nageant en cercles rapides, sautant hors de l'eau de façon répétée, émettant des vocalisations que Isabelle n'avait jamais entendues en 18 ans d'études. C'étaient des sons d'alerte, presque des cris, très différents de leur sifflement de communication normale. Isabelle a vérifié tout son équipement. Les hydrophones fonctionnaient parfaitement, enregistrant ces sons inhabituels. Le GPS montrait leur position exacte. Il n'y avait aucun dysfonctionnement technique. Elle regardait autour, cherchant ce qui pouvait perturber les dauphins. Pas d'orques prédatrices, pas d'autres bateaux, la mer était calme. Aucune explication. Puis, les dauphins ont fait quelque chose qu'Isabelle n'avait jamais vu en 18 ans de recherche. Les 7 dauphins se sont positionnés en formation serrée et ont nagé directement vers le bateau de recherche à grande vitesse. C'était un comportement complètement anormal. Les grands dauphins sont généralement curieux, mais gardent une distance. Mais ceux-ci venaient droit sur eux, créant des vagues avec leur corps puissant. Le dauphin le plus grand, un mâle qu'Isabelle avait nommé Neptune, a émergé directement à côté du bateau, se maintenant vertical dans l'eau, en spy hopping, son œil intelligent fixant directement Isabelle. Isabelle a senti quelque chose d'étrange à ce moment. Une sensation de communication urgente, bien que sans mots. Le dauphin la regardait, l'évaluait, essayant désespérément de transmettre quelque chose. Elle pouvait jurer qu'elle voyait de l'intelligence dans cet œil et de la peur. Neptune a plongé, puis est remonté de l'autre côté du bateau, poussant doucement la coque avec son rostre. Poussant le bateau, essayant de les déplacer dans une direction spécifique, loin du cours qu'ils suivaient. Un des assistants, Thomas, a pointé quelque chose dans l'eau derrière les dauphins. La mer avait changé de couleur. Où elle était bleu clair, il y avait maintenant une zone de couleur sombre, presque noire, s'étendant comme une tache. Isabelle a pensé d'abord à une floraison d'algues ou à une pollution.
Mais la tache s'étendait rapidement, s'approchant. Et elle se déplaçait contre le courant, contre le vent. Elle se déplaçait avec intention. Les dauphins ont intensifié leurs efforts, poussant le bateau plus fort, leur vocalisation devenant presque désespérée. Le message était clair, éloignez-vous maintenant. Le capitaine du bateau, un Corse expérimenté nommé Paul, a démarré le moteur et a accéléré pour s'éloigner de la tache. Les dauphins les ont accompagnés pendant 1 kilomètre, s'assurant qu'ils s'éloignaient avant de finalement se disperser et de nager rapidement dans la direction opposée. Isabelle observait à distance avec ses jumelles professionnelles. La tache sombre avait cessé de s'étendre. Elle pulsait visiblement, comme si elle respirait. Et puis, du centre de la tache, quelque chose a commencé à émerger brièvement. Isabelle a vu une masse indéfinie, sans forme claire, trop grande pour être un animal connu, couverte d'appendices qui s'agitaient. Puis elle s'est enfoncée, et la tache a commencé à se disperser, l'eau reprenant sa couleur bleue normale. Isabelle a tout enregistré, ou autant qu'elle a pu. Quand elle a examiné les images vidéo plus tard, il y avait beaucoup de distorsions statiques, surtout au moment où la chose émergeait. Mais les enregistrements audio des vocalisations des dauphins étaient parfaits. Elle a fait écouter les enregistrements à des experts en communication de cétacés dans le monde entier. Tous ont confirmé que c'était des vocalisations d'alerte extrême, le type de son que les dauphins font face à un danger mortel. Mais personne ne pouvait expliquer pourquoi les dauphins avaient protégé activement les humains. Isabelle a développé une théorie, bien qu'elle admette que c'est plus de la philosophie que de la science stricte. Elle croit que les dauphins, qui ont évolué dans les océans pendant des dizaines de millions d'années, connaissent des choses sur la mer que nous commençons seulement à découvrir. Qu'ils ont vu ces choses, ces entités qui émergent parfois des profondeurs. Et elle croit que les dauphins comprennent, à un certain niveau, que les humains sont ignorants de ces dangers. Que nous sommes comme des enfants, jouant dans un endroit que nous ne comprenons pas. Et que certains dauphins, les plus intelligents, ressentent le besoin de nous protéger de notre propre ignorance. Isabelle continue à étudier les dauphins, mais elle prête maintenant une attention beaucoup plus grande à leur comportement d'alerte. Elle a documenté d'autres cas où les dauphins semblent avertir des bateaux de danger que les humains ne peuvent pas percevoir. Et elle se demande combien de fois, à travers l'histoire maritime, les dauphins ont sauvé des vies humaines sans que nous ne le sachions jamais. Elle m'a dit que l'océan est infiniment plus dangereux et mystérieux que la plupart des gens ne le croient, et que nous devrions prêter beaucoup plus d'attention aux animaux qui y vivent depuis bien plus longtemps que nous. Parce qu'ils savent, ils voient ce que nous ne pouvons pas voir, et parfois, ils essaient de nous avertir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour me dire quelle histoire vous a le plus marqué. Était-ce celle de Marc et les créatures en Bretagne, celle de Sophie et les lumières vertes en Méditerranée, celle de Jean et la chose massive dans l'Atlantique, ou celle d'Isabelle et les dauphins protecteurs en Corse? Et si vous connaissez quelqu'un qui aime ces récits de terreur réelle de la mer, partagez la vidéo. À bientôt dans le prochain volume.